La collection. Les populations esclaves. Son livre 1, Économie. Son livre 2, Entité. Son livre 3, Sciences. Son livre 4, Social. Son livre 5, Spiritualité. Nous vous proposons la conférence vidéophonique du livre 1, Économie. Chapitre 3. Un système. Tout le système s'est effondré, les fonds spéculatifs, les banques occultes, les produits dérivés. On a encore du mal à comprendre comment les rois de la finance et les banquiers sont parvenus à se partager les profits en laissant faire payer leurs pertes par les simples citoyens, déjà victimes de leur veulerie. La crise financière s'est produite à cause d'une défaillance volontaire des systèmes de régulation des marchés financiers. Il convient de comprendre qu'un marché financier est conçu pour faire gagner de l'argent. Sauf qu'il s'agirait plutôt d'un grand casino. La goujaterie des opérateurs du marché consiste à devancer ses partenaires en termes de choix pertinents. Le système central des spéculateurs, shadow banking, ou dark pool, œuvrant sans aucun contrôle en dehors des lois et des règlements sont en corrélation avec les paradis fiscaux, les fonds spéculatifs et les banques d'affaires. La dérégulation des finances aboutit immanquablement à la spéculation, de type casino, avec tous les risques liés à ce jeu. On peut, là aussi, parler de monopoly. La croissance économique et la prospérité des États proviennent également de la croissance immobilière. Il était alors devenu trop tentant d'organiser un schéma de fraude. C'est ainsi que s'est constitué un modèle de distribution de prêts d'argent à l'immobilier, pour des gens répertoriés insolvables. Bien évidemment, ces organisateurs véreux, d'un tel marché de dupes, savaient pertinemment que le remboursement des montants empruntés ne pourrait jamais en être effectué. Ce sont des prêts, appelés fictifs, et particulièrement frauduleux, permettant temporairement de booster, provisoirement le marché immobilier. Ce procédé s'appelle une bulle spéculative. Il y a, parallèlement au lancement d'un tel marché, des manipulations comptables, permettant de masquer les arnaques. Mais, comme il s'agit d'une organisation criminelle, l'opération englobe des entreprises criminelles servant au blanchiment du crime organisé. Ce sont des conglomérats, agissant dans tous les sens, et criminogènes, aux comptabilités truquées, au blanchiment de l'argent du crime organisé, aux corruptions tous azimuts, et aux fraudes fiscales. Volontairement, dans un premier temps, la décision a été prise de bloquer les salaires et les revenus des classes populaires et des classes moyennes. Dans le même temps, une illusion de la richesse est toujours octroyée à ces couches sociales. Il suffit, pour cela, de les pousser à l'endettement cumulatif, afin de cacher les inégalités de revenus et de salaires. Les revenus ne progressant pas, l'acquisition des biens immobiliers et mobiliers se fait par l'emprunt à outrance. Le piège à pauvres s'appelle l'accession à la propriété, pour tous. Quel que soit le niveau social et quelle que soit l'importance financière de l'acquisition, les sociétés de prêts hypothécaires ont instauré un modèle de distribution quantitative, à l'inverse d'une distribution qualitative, à diverses catégories de population, spécifiquement ciblées. Les classes moyennes, les classes pauvres, les classes émigrantes, les personnes âgées et les handicapés ont ainsi été visées. Le système, mortgage lenders, est alors étendu à mortgage brokers, pour aller prospecter les ménages ciblés, par tous les moyens, afin de réaliser un marché artificiel. Ce système a été instauré, dans un second temps, en dehors de toute règle déontologique. Des agents démarcheurs, dépourvus de toute compétence particulière dans ce domaine de recrutement, sont ensuite dispersés sur le territoire national. C'est ainsi qu'ont été constitués des centaines de milliers de dossiers de prêts hypothécaires, comportant des fraudes, avec abus de confiance, abus de faiblesse et défauts en écriture ou faux par omission. Et cela, à la seule fin de faire passer chaque dossier. Une telle situation n'est évidemment pas vivable dans le temps. Pour la maintenir en l'état, toujours artificiellement, il a suffi de créer de la valeur aux maisons achetées, afin de permettre à ces nouveaux propriétaires de pouvoir emprunter, la valeur nouvelle, des nouveaux montants de remboursement.
un banquier doit tenir compte, avant d'accorder un prêt, des capacités de remboursement d'un emprunteur, en corrélation avec la valeur de la maison. Les organisateurs de cette arnaque savaient parfaitement que les acheteurs, pigeonnés, seraient rapidement étranglés et se retrouveraient dans l'incapacité de payer leurs échéances. Dès le début, ces démarcheurs savaient pertinemment qu'il ne serait pas possible à ces personnes de faire face aux charges de remboursement de leurs emprunts, alors en totale inadéquation avec leur niveau de revenu. Les financiers savaient aussi qu'ils allaient pouvoir expulser, saisir, récupérer les maisons et les revendre aux enchères. Ils ont appelé les montages financiers occultes, qui en ont découlé, des titrisations, CDO, de la spéculation immobilière. Cela permettait aux experts en la matière d'extraire les produits spéculatifs à risque afin de pouvoir les revendre une fois cachés dans des montages financiers. Des titres financiers apparaissaient ensuite en lieu et place des produits financiers et revendus sur les marchés financiers. Les dettes avaient ainsi disparu. Il n'y avait plus, de cette façon, de responsabilité juridique ni financière à assumer. Les bulles immobilières sont ainsi volontairement manipulées. Les contre-coups ont été désastreux pour l'ensemble des systèmes économiques des États et surtout pour l'Europe, par voie de conséquence. Cela n'est pas, non plus, un hasard. Le renflouement des banques, consécutif à ces faillites, et pour les sauver de la fermeture a été appelé un aléa moral, suivi d'une totale impunité pour les fraudeurs, ce qui est encore plus choquant. Le processus d'utilisation est simple, il suffit de privatiser les profits et de socialiser les pertes, pour les faire payer par les contribuables. Les instigateurs s'enrichissent pendant qu'ils font s'appauvrir davantage les pauvres. De très graves complicités ont été à l'origine du désastre. Les conflits d'intérêts étaient énormes et à l'échelle planétaire. Ainsi les agences chargées d'établir la notation des produits financiers, mis sur le marché, étaient payées par les donneurs d'ordre eux-mêmes. Cela fait évidemment désordre. Ces agences étaient, indépendamment, mais corollairement, également chargées de la création des produits qu'elles étaient ensuite chargées de noter. Cela s'appelle un écran de fumée. Des groupes d'individus, à l'éducation supérieure, emploient les meilleurs professionnels de la finance du monde. Leurs actions, anodines en apparence, corrompent dès que nécessaire, afin de parvenir à finaliser leur monopoly. Ils manipulent tout et tout le monde, pour leurs seuls intérêts cupides. Aucune investigation, qui permettrait de les démasquer n'est envisageable, ils détiennent les pleins pouvoirs. Le nom d'une telle organisation s'appelle une oligarchie, ou une plutocratie mondiale, ou encore, une arrogance incontrôlable. Et le système continue et continuera, longtemps encore, à fonctionner de cette façon. Destructeurs. Ils détruisent les emplois, ils détruisent les États. Les systèmes économiques sont financiarisés. Qu'est-ce que cela signifie? Des énormes changements de stratégie concernant les priorités au sein des entreprises. Leur priorité est devenue une rémunération excessive de leurs actionnaires. Les conséquences en sont extrêmement ravageuses. Il y a seulement 5 années, les entreprises reversaient environ 30% de leurs bénéfices sous forme de dividendes à leurs actionnaires. C'était la règle du jeu qui permettait de rémunérer la confiance donnée par des personnes privées, qui leur avaient confié leurs capitaux en achetant des parts dans leur entreprise. Maintenant, les dividendes dépassent souvent les 50% des bénéfices. Les entreprises qui ne s'alignent pas sur cette règle voient immédiatement la valeur de leurs actions chuter considérablement. Les grandes sociétés, cotées en bourse, sont particulièrement sensibles à ce mécanisme. Chacune des entreprises se voit dans l'obligation de suivre cette tendance. Il est en tout cas de bon ton de jouer le jeu. C'est un jeu particulièrement dangereux, car ces entreprises ne réinvestissent plus suffisamment ou plus du tout. C'est une conséquence catastrophique pour les emplois. Les entreprises n'embauchent plus. Elles ont même la tentation de supprimer du personnel, elles appellent cela « rationaliser » les emplois. Cela fortifie leur positionnement chez les actionnaires et valorise leurs actions. Il s'agit en fait d'une situation de leurre, pour les employés auprès de qui elles exigent toujours plus de rendement.
Les déficits actuels d'investissement sur l'emploi auront de gravissimes répercussions pour les années à venir. Ce sont les actionnaires qui, actuellement, dirigent le système économique. Leur pouvoir ne s'arrête pas là, ce sont eux qui décident de la rémunération accordée aux dirigeants. Mieux les patrons rationalisent et plus ils sont rémunérés. Les 3 pays qui, dans le monde, rémunèrent le mieux leurs actionnaires par des dividendes extravagants sont les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. Les grands patrons des grosses entreprises touchent plusieurs millions d'euros en salaire fixe par année. Mais cela ne leur suffit pas. Les grands patrons de ces grands groupes ont en plus des suppléments en salaire variable et aussi d'énormes tranches d'actions. Et, si par hasard, un de ces patrons venait à être remercié, c'est par un chèque de 3 millions d'euros, plus 250 000 euros mensuels, par exemple, pour ne pas être tenté de se rendre chez un groupe concurrent. Pour parvenir à ce résultat, la finance, qui a pris le pouvoir, impose ses méthodes. Cela consiste à augmenter, toujours davantage, la pression sur les salariés. Un employé sur 5 ne parviendrait plus à faire face aux exigences de charge de travail, sans cesse toujours plus importantes, et nombreux sont ceux qui finiraient par se suicider. Les catastrophes sociales sont irréversibles. Lorsque ce sont les actionnaires qui décident, à la place ou en complicité avec les patrons, l'entreprise peut rapidement péricliter. Ils exigent des profits, à tout prix, immédiatement, et cela n'est pas sans conséquence. Ils n'hésitent pas à démanteler pour pouvoir obtenir toujours plus de profits. Ils ne décident plus aucun investissement dans la recherche qui permettrait d'assurer l'avenir. Les emplois de chercheurs et de techniciens sont sacrifiés. Ces emplois sont considérés non rentables immédiatement. Les restructurations succèdent aux restructurations. Les plans sociaux succèdent aux plans sociaux. Pendant que les bénéfices régressent, en raison de la conjoncture, les dividendes versés ne cessent d'être augmentés, cela s'appelle de la prédation. Les intérêts des patrons s'alignent avec ceux des actionnaires. Pendant les 40 dernières années, en France, les dividendes, qui correspondaient à 50% des investissements, représentent, maintenant, 150% des montants alloués aux investissements. Les entreprises sont sacrifiées. Pourquoi ? Il convient de comprendre qu'il y a les petits actionnaires privés et les grands groupes qui détiennent le principal des parts dans ces modèles d'entreprise. Ce sont justement les grands groupes qui décident des plans d'action de chaque entreprise. Ils ont justement décidé de réduire l'empreinte industrielle en Europe. Cette option permettra de dégager de la trésorerie, d'une part, et de donner confiance aux investisseurs, spéculateurs. Or, pour contrebalancer ces modèles de plan, les dirigeants politiques versent des aides publiques de l'État à ces entreprises. Le crédit impôt recherche, le crédit impôt compétitivité emploi, en sont 2 exemples. Ces impôts, pris dans la poche des imposables, sont octroyés pour créer des emplois. Les dirigeants politiques appellent cela des marges de manœuvre, devant permettre de sauver des emplois en France. Cependant, il y a pire, les fonds d'investissement. Ils détiennent des actions partout où ils peuvent en acheter. Pourtant, ces acteurs financiers de premier rang s'inquiètent. Ils ont constaté que les entreprises favorisent les dividendes au détriment des investissements. La conséquence en est connue, l'entreprise est alors, inévitablement, mise en péril. La recherche du rendement, à court terme, conduit inexorablement à la catastrophe. Les objectifs à atteindre sont constamment réajustés. La pression des objectifs provoque tous les excès. Les objectifs devenant irréalisables, des pressions sont alors exercées. Tous les excès de management sont envisagés pour parvenir aux résultats escomptés. Tant pis pour les dégâts occasionnés sur les employés. Les mauvais doivent être dévalorisés, éliminés par burn-out, en français, épuisement professionnel. On appelle cela, très pudiquement, de la souffrance au travail. Lorsqu'une entreprise est fichée par la caisse primaire d'assurance maladie, pour les arrêts pour maladie professionnelle, celle-ci interagit pour faire supprimer les arrêts considérés comme intempestifs. Une alerte est alors signifiée à l'entreprise concernée,
pour risque professionnel, trouvant son origine dans les conditions d'organisation du travail. Comment une entreprise peut-elle en arriver là? C'est très simple. Il a suffi que pour réaliser de très gros profits, un patron ou un actionnaire, majoritaire, décide de vendre l'entreprise au plus offrant. Le plus offrant, c'est évidemment une banque d'affaires comme Goldman Sachs, par exemple, mais il y a aussi les fonds d'investissement américains qui réalisent ce type d'opération. Les nouveaux actionnaires, majoritaires, sont américains, mais ils n'ont pas investi leur argent. Ils ont fait un montage financier, avec des emprunts devant être rentabilisés. Les financiers appellent cette opération un LBO. Cela signifie l'acquisition, à crédit, d'une entreprise. Le remboursement du crédit se fait à partir des bénéfices réalisés par l'entreprise. C'est sans risque pour l'emprunteur qui reçoit les intérêts de l'emprunt et les dividendes qui lui sont dus. Par contre, pour l'entreprise qui fonctionnait parfaitement bien jusque-là, c'est la Bérésina. La conséquence d'un cumul de dettes et de dividendes entraîne un détournement, à des fins spéculatives, qui mettent en très grand danger les entreprises victimes de ces opérations financières. C'est ainsi que les banques américaines entraînent les entreprises européennes à la faillite. Il est bien évident que dans ce type d'opération crapuleuse, les petits actionnaires privés sont totalement dépouillés de leur avoir. Lorsque les vautours sont à la tête d'une entreprise, elle n'a plus aucune chance de s'en sortir. Si les petits actionnaires perdent leur mise, ils ne sont pas les seuls perdants. Les employés se retrouvent sans emploi, avec toutes les catastrophes économiques et familiales que cela entraîne. Les déficits engendrés par ces opérations financières crapuleuses sont réglés par les impôts. La totalité de la population est ainsi impliquée et mise à contribution, directement ou indirectement, par les conséquences globales sur l'économie nationale de chaque État concerné. Les salariés qui perdent leur emploi essaient de réagir, mais le combat n'est pas rationnel. Derrière ces grands groupes financiers qui ruinent les entreprises européennes se cachent les gens les plus influents de la planète. Des régions entières sont ainsi plongées dans la précarité de leurs habitants. Le schéma est toujours le même. Les entreprises, qu'elles soient saines ou pas, sont achetées par ces systèmes économiques qui les rationalisent et les restructurent. Le système mis en place se résume à 3 volets. Aucun plan social n'est entrepris, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord préalable avec les employés devant être licenciés par des paiements d'indemnités, tels que prévus dans la loi en France. Pour éviter ce plan social, il suffit à ses dirigeants de trouver un repreneur. L'entreprise est alors rachetée pour un euro symbolique. Or, ce repreneur va toucher des subventions d'État, pour lui faciliter la tâche, et ce sont plusieurs millions d'euros qui lui sont ainsi accordés. C'est évidemment cette perspective qui permet de trouver des volontaires prêts à devenir managers. Et celui-là va tout simplement orienter l'entreprise vers un autre projet de réalisation, pour lequel les employés ne sont pas formés, et la catastrophe entrepreneuriale est vite réalisée. C'est alors la faillite qui est prononcée. Or, la faillite permet de licencier tous les employés aux seuls frais de la collectivité. Les responsables de cet imbroglio économique n'ont donc pas à payer aucune indemnité que ce soit aux salariés perdant leur emploi. Ces responsables, les magouilleurs américains, ont entre-temps revendu leurs actions pour pouvoir réaliser leur plus-value. C'est alors en milliards de dollars que se réalisent ces types de transactions. La plus-value s'élève souvent de 10 à 15 fois la mise de fonds. Parce que le nom d'une marque est souvent prestigieux et c'est cela qui est revendu à l'autre bout de la planète avec cette plus-value faramineuse. Tout est parfaitement orchestré, dès le départ. Aucun des responsables de l'opération économique n'est atteignable sur un plan juridique. Aucune preuve ne peut être établie sur le montage financier ainsi réalisé. Et si, par hasard, une banqueroute frauduleuse a pu être démontrée, c'est au repreneur de porter le chapeau, celui qui a touché les subventions et qui a déclaré l'entreprise en faillite. C'est le seul dindon de la farce envisageable. Il lui suffit d'avoir un bon avocat. En effet, pour obtenir des
preuve du montage financier des intervenants américains, c'est un autre combat. Il y faudrait beaucoup de moyens financiers, de bons avocats et plusieurs années de procédures judiciaires. Cela n'est pas impossible, mais c'est aux États-Unis que cela va se dérouler. Les fondateurs de ces magouilles entrepreneuriales sont, entre-temps, devenus de hauts responsables politiques extraordinairement puissants, envers lesquels rien n'est envisageable. Ce système économique est parfaitement rodé, il a été mis en œuvre sur un très grand nombre d'entreprises aux USA. Des centaines de milliers d'Américains ont été ruinés de cette façon et mis à la rue, sans autre forme de procédure. Les protagonistes de ces procédés sont surreprésentés par des cabinets d'avocats spécialisés dans ce type d'action. Des prescriptions évasives sont ensuite établies par les tribunaux américains. Les dossiers sont alors clos. Un silence assourdissant est organisé par tous les protagonistes, injoignables, pour quelle enquête d'investigation que ce soit. Pour toute réponse, il pourra être obtenu que les responsables ont à chaque fois été exonérés de toute responsabilité et toute revendication n'a donc aucun fondement et est, de ce fait, injustifiée. Même si toute la filière a pu être reconstituée et les responsables des montages ont tous été identifiés. Tout a été organisé par des voyous, pour des voyous inatteignables, tout à fait conscients des pratiques illicites de chaque responsable et intervenant. Ils n'ont aucun état d'âme pour les personnes qui l'ont mis dans le dénouement le plus total. Cela ne fait pas partie de leurs préoccupations. Les banques et les fonds d'investissement de l'Amérique du Nord sont surpuissants. Le mode opératoire permettant à des voyous de s'enrichir tout en fermant des entreprises en Europe est le même à l'égard des États européens. Pour obtenir les prêts dont les États européens ont besoin pour pouvoir continuer à faire fonctionner leurs services publics, pendant la crise économique, ils doivent faire intervenir 3 institutions. Le Fonds monétaire international, la Commission européenne et la Banque centrale européenne. Cette troïka leur impose en échange des mesures draconiennes d'austérité. Les décisions sont prises par des hauts fonctionnaires, totalement indépendants et hors de tout contrôle. Les décisions d'austérité prises à l'encontre des États surendettés provoquent des effets tout à fait contraires à ceux annoncés. La Troïka contrôle l'attribution des plans d'aide. Un calendrier des réformes à entreprendre est alors établi, qui doit être respecté, pour que les provisions puissent être accordées. Il s'ensuit des réductions draconiennes, pour les pays concernés, qui touchent des domaines comme la santé, l'éducation et tout le tissu social. Les mesures prises par ces hauts fonctionnaires apparaissent particulièrement opaques et négligent les impulsions de croissance fournies par les pays impliqués. Cette organisation, totalement illégitime, est dépourvue de transparence et de tout contrôle démocratique. En fait, les aides ne sont accordées que lorsqu'elles correspondent à des réformes favorables au domaine financier du marché. Un Memorandum of Understanding est établi avec l'accord des gouvernements concernés pour les aides économiques accordées. Ce protocole d'accord détermine les directives correspondantes. Les plans de sauvetage avaient pour mission de sauver les États de leur surendettement. Or, les dettes publiques ont été bien plus élevées à la suite de ces plans. La récession économique s'est accentuée provoquant un effondrement du système économique de ces pays. Les populations se sont retrouvées en situation de grande détresse sociale. L'émigration devient la seule solution pour les millions de sans-emploi. L'Australie et le Canada sont souvent les pays de destination. C'est la fuite des cerveaux et de la main-d'œuvre la plus qualifiée, avec les conséquences imaginables pour l'avenir de ces États européens. L'émigration atteint jusqu'à 40% de la population dans ces États concernés. La politique de la Troïka aurait consisté à déstabiliser le marché financier des États mis sous leur contrôle. Ils ont, par ce fait, créé une dette permanente devenue impossible à rembourser. Ils ont aussi mis les nations européennes en concurrence entre elles. Ils ont tout simplement agi de la même manière que les financiers américains pour la crise occasionnée par les subprimes. Il est possible d'appeler cela un crime contre l'humanité. C'est une guerre économique dirigée contre les peuples.
Sous prétexte d'aider les populations, d'énormes sommes d'argent ont été versées aux banques étrangères, françaises et allemandes, établies dans ces États. Les hauts responsables n'ont pas hésité à modifier des règlements, comme ceux du FMI pour permettre les montages financiers, en dehors de toute logique. Ils ont également usé de leur pouvoir pour avilir les dirigeants récalcitrants à leurs exigences. La procédure a aussi été très opaque. Le traité de Maastricht a lui également été modifié pour permettre les procédures. Plusieurs dizaines de milliards d'euros ont ainsi pu être attribués aux banques françaises et allemandes. Les remises de dettes, non effectuées, ont eu de très lourdes conséquences. Les responsables savaient, par avance, que cette procédure allait avoir de graves répercussions sur le tissu social des États. L'avenir des populations a été sacrifié pour le seul profit des marchés financiers des États membres. Ils savaient à l'avance qu'ils entraînaient les populations européennes dans une misère profonde et irréversible. Toutes les classes moyennes se sont retrouvées dépourvues de couverture sociale. Ils n'ont plus accès au système de santé publique. La plupart des familles sont tombées en dessous du seuil de pauvreté. Des centaines de milliers de morts prématurées ont été la conséquence de ces programmes. Les rues commerçantes des villes se sont vidées de leurs acheteurs et vidées de leurs marchands. Les politiques d'austérité, menées par les États impliqués, ont conduit au déclin économique de ces États. C'est volontairement que la situation économique a été aggravée. Le fonctionnement d'une économie est simple. Une économie nationale fonctionne par la dépense des acheteurs en faveur des recettes des vendeurs. Les achats des ménages deviennent les recettes des entreprises. Les salaires versés par les entreprises sont les recettes des ménages. Les impôts des entreprises et des ménages deviennent les recettes du pays, c'est-à-dire de l'État. Toutes les recettes de l'État sont les recettes des entreprises et des ménages. Cette redistribution se fait selon différents critères d'exigence d'équité ou de nécessité élaborés par les gouvernements. Aussi, n'est-il pas possible que tous puissent économiser dans le même laps de temps? Économiser consiste à encaisser plus d'argent que les besoins de le dépenser ne l'exigent. Ce système peut le permettre si d'aucuns dépensent plus qu'ils ne gagnent par les emprunts. Or, si tout le monde veut encaisser plus d'argent qu'il n'en dépense, et que plus personne ne veut s'endetter, les revenus de tout le monde baissent. C'est alors l'effondrement du système économique. C'est justement ce paradoxe de l'épargne qui provoque la crise actuelle des États européens. Pourquoi est-ce fait ainsi puisqu'on en connaît les conséquences? Tout simplement parce que chacun regarde ce qu'il y a dans son assiette, en évitant de savoir que celle de son voisin reste irrémédiablement vide. Cela s'appelle l'hypocrisie des prétentieux. Avec l'activité économique qui disparaît, c'est toute l'organisation sociale de la société qui explose. Les plus démunis n'ont plus aucun accès aux soins médicaux et meurent de maladie dans une totale indifférence. Les hôpitaux sont restructurés et un hôpital sur deux est définitivement fermé. Il n'y a plus suffisamment de médecins en exercice pour soigner les personnes. Dans les entreprises, les conventions collectives sont supprimées. Les commerçants, les agriculteurs, les éleveurs, les chômeurs et autres sans emploi sont précarisés, désorientés et se suicident en masse. Les morts résultant de ces conséquences se comptent par centaines chaque semaine. Cela entraîne évidemment des événements en cascade qui déstabilisent le synchronisme étatique. Les autorités locales, devenues incompétentes, comptent sur le bénévolat de certains et sur la solidarité des autres pour pouvoir enrayer ce processus inexorable. La Troïka connaissait à l'avance quelles seraient les conséquences de ces plans de restructurations économiques. Leur idéologie est simple, elle s'appelle un génocide volontairement organisé. L'austérité est devenue une arme de destruction massive, par l'autoritarisme et les abus de pouvoir des autorités directrices. Tous les acquis sociaux sont supprimés au nom de la rentabilité. Les entreprises doivent avoir le droit de licencier quand ils le décident, sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit. Le système économique est planifié. C'est, tout simplement, le retour au Moyen Âge.
Au nom de la redynamisation de l'économie des pays, des édifices publics et des secteurs publics sont livrés aux spéculateurs privés. Ils sont en fait bradés à des tarifs insignifiants par rapport à leur vraie valeur. Les richesses des pays sont ainsi spoliées, sans qu'aucun des autres États membres de l'Union européenne ne manifeste une quelconque réprobation. Sous le prétexte du remboursement de la dette, les vampires s'abattent sur les dépouilles. Tout ce qui représente les richesses des pays est liquidé aux investisseurs étrangers. Les populations sont tenues à l'écart de toute information sur ces procédures. Ce sont les mêmes voyous qui ont ruiné les entreprises qui ruinent également les États européens. Tout est parfaitement organisé pour anéantir les États européens. Ce sont les fonds de pension américains qui achètent à très bas prix les actions des banques des États mis en grandes difficultés économiques par la Troïka. La boucle est bouclée. Tout a été parfaitement orchestré par la Troïka, y compris par une corruption des dirigeants du moment, dans les pays concernés. Tous les hauts responsables politiques des États membres sont redevables de cette gabegie. Ils jouent au Monopoly sur le dos des peuples. Aucune réforme d'une philosophie macroéconomique, ni de son contenu microéconomique, ne pourra jamais être réalisée favorablement par les futurs gouvernants de ces États pillés. Contrôle. Une oligarchie internationale, autoproclamée, constituée par un cartel bancaire et financier, regroupe les plus hauts responsables des grands groupes militaires et civils et des services de renseignement multinationaux. Leurs puissances et leurs influences sont incommensurables. Leur plan est la conquête globale de la planète. Le nouvel ordre mondial a pour ambition de neutraliser toutes espèces de gouvernement légitime. Cette dictature planétaire est assurée par les richesses monétaires accumulées et par les privilèges ainsi obtenus. Ils détiennent les 99% de la masse monétaire mondiale. Leurs pouvoirs sont totalitaires, despotiques et tyranniques. Ils peuvent déterminer et appliquer le sort qu'ils auront à infliger à chaque peuple. Le système monétaire, actuellement établi sur la dette artificielle des États, a servi à créer une impasse totale où les emprunteurs sont condamnés à emprunter pour pouvoir payer les intérêts des emprunts dont le capital non remboursé devient alors exponentiel. Ce modèle est aussi appelé chaîne de Ponzi. Il s'agit d'un système monétaire mafieux. Or, 99% des populations ne comprennent pas le fonctionnement des supercheries financières et sont complètement inconscientes des conséquences machiavéliques engendrées par ces pratiques. Les mêmes plans, de pauvreté, de chômage, de suprématie militaire, sont en marche depuis la Première Guerre mondiale. Les récessions économiques successives sont le résultat des politiques globales établies selon des procédés élaborés par le nouvel ordre mondial. Les complexes militaro-industriels ont adopté une stratégie de guerre perpétuelle afin de renforcer en permanence leurs profits et leur pouvoir. Ils ont établi à l'avance quel sera leur prochain ennemi, au long des années. Leurs plans, jusque-là, se sont avérés conformes à leurs ambitions. Ce gouvernement de l'ombre a parfaitement contrôlé la situation. Quelle est l'étendue des collaborations entre ce groupe du nouvel ordre mondial et les extraterrestres ? Quels ont été les accords secrets? Ont-ils été respectés? La vérité pourrait-elle émerger après autant d'années de mensonges et de camouflage? Monnaie historique. Le troc, contrairement à l'idée largement et volontairement diffusée, n'a été utilisé, historiquement, que dans les cas d'effondrement total d'un modèle économique. C'est ce qu'on appelle l'argent, qui domine le système économique de l'espèce humaine. C'est la masse monétaire circulante qui définit les processus économiques. Mais, comment fonctionne l'argent? L'idée, là aussi, largement et volontairement diffusée, voudrait que l'argent soit fabriqué par chaque État. Que l'argent des individus, déposé sur un compte bancaire, soit leur propriété. Que les prêts bancaires, accordés par les banques, soient l'argent résultant des dépôts des autres clients de chaque banque. Cette confusion, parfaitement organisée, permet au modèle bancaire de s'octroyer un parfait contrôle des États et de leurs citoyens. Comment fonctionnent les banques? La compréhension du système monétaire et bancaire n'est possible qu'à partir de ces dérives.
Plusieurs modèles de monnaie sont actuellement utilisés. La monnaie en espèces est seulement fabriquée par la Banque centrale. Sa raison est de faire appliquer une politique monétaire. La Banque centrale européenne est l'institution de fabrication de la monnaie en espèces, en pièces et billets de la zone euro dans quelques pays de l'Europe occidentale. Une autre monnaie, appelée scripturale, est utilisée par les banques privées. Et enfin les monnaies dites locales ne sont qu'une tolérance passagère dans certains États. La monnaie scripturale des banques privées dirige tous les systèmes économiques régentant l'argent des entreprises et des particuliers. Les banques ont aussi pour rôle de distribuer l'argent en espèces émis par la Banque centrale des États membres. Elles réalisent les transactions par chèque, carte bancaire, virements et prélèvements. C'est le besoin de crédit qui a permis le développement monétaire, mais pas seulement. Le crédit a obligé les communautés à instaurer l'écriture et le calcul, par des étalonnages de poids et de systèmes de mesure. L'évolution a ensuite instauré l'école, puis les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires, accompagnés des forces coercitives. La monnaie, en vigueur sur notre planète, n'aurait été instaurée que 700 ans avant l'ère chrétienne. Elle est devenue un outil de domination au service des souverains, puis des États. Les castes dirigeantes auront pu ainsi contraindre les peuples à leur payer des impôts et à s'enrichir sur leur dos, par la violence, le racket et l'extorsion. Elles en ont profité pour mettre en fonction des armées et faire des guerres de prise de pouvoirs et d'espace. Elles pouvaient développer leur richesse à l'aide de cette création monétaire et des contraintes exercées. La servitude pour la dette était ainsi mise à leur service. Il s'agissait en fait de systèmes d'extorsion du labeur réalisés par leurs sujets. Ces castes avaient établi le principe d'enrichissement par la rente et d'un esclavagisme à leur service. Le système bancaire est un intermédiaire entre l'État détenteur de la monnaie en espèces et les citoyens. Mais le système bancaire crée l'argent scriptural privé. Lorsqu'un citoyen ou une entreprise demande un crédit, sa banque se contente d'en enregistrer les montants. Après le remboursement de chaque emprunt, le montant précédemment engagé est tout simplement détruit. Il s'agit d'une monnaie créée à partir de rien et n'ayant qu'une existence virtuelle et temporaire. C'est aussi à partir de rien que les banques créent la monnaie servant à couvrir leurs frais de fonctionnement et leurs achats. Ce ne sont donc pas les États qui créent la monnaie, il ne s'agit là que d'une illusion soigneusement inculquée, car leur argent est bien trop insuffisant. Le montant de la monnaie étatique ne représente que 7% de la masse monétaire en circulation. La monnaie servant aux échanges pour les achats des biens et des services est bien créée par les banques commerciales privées qui en détiennent tout le privilège. C'est grâce à ce transfert de compétences que les États peuvent prélever les impôts et les taxes par l'intermédiaire du Trésor public. Les États mettant ensuite en place la législation et les moyens coercitifs de leur recouvrement au profit d'un meilleur fonctionnement des banques privées. Chaque compte courant ne représente pas un stock de billets émis par l'État et détenu par la banque, mais simplement un chiffre sur une ligne comptable dans le programme de comptabilité d'un ordinateur de cette banque. Cela signifie que la banque crée de la monnaie ex nihilo, soit à partir de rien. À titre d'exemple, si tous les détenteurs de comptes bancaires demandaient à retirer leurs avoirs au même moment, la banque serait dans la totale incapacité de les payer. Elle serait immédiatement déclarée en faillite, malgré l'existence d'un fonds de garantie bancaire trop peu doté, et cela s'est déjà produit. Un tel processus a été engagé en 1988 aux États-Unis avec les produits toxiques, c'est-à-dire des crédits non remboursés par les clients de la banque. Cela veut tout simplement dire que si une banque était déclarée en faillite, pour quelque raison qu'il soit, vous perdriez la totalité de vos avoirs que vous aviez placés sur votre compte courant bancaire. Les unités de compte bancaire auront simplement disparu. Les unités de compte n'étaient, en fait, que des reconnaissances de dette de la banque qui était devenue propriétaire des avoirs qui lui avaient été confiés. Ce qui est inscrit sur votre compte courant bancaire ou des divers moyens de placement de votre argent n'est qu'une promesse de remboursement faite par votre banque.
Les transferts monétaires entre les banques devraient être effectués par l'intermédiaire de la Banque centrale, les modèles de comptabilité bancaire étant tout différents et concurrentiels. En réalité, les transferts sont effectués par une chambre de compensation, par exemple, Clearstream. Il convient ainsi de comprendre qu'une banqueroute des principales banques provoquerait immanquablement des désordres économiques et sociaux par un appauvrissement immédiat des populations, c'est ce qui s'est passé en 1929. Les désordres bancaires de 2008 ont été compensés par le renflouement des banques, avec l'argent des contribuables. Il devient particulièrement indispensable de comprendre que les économies publiques des États sont dans le pouvoir des banques commerciales privées. Cette situation ubuesque permet aux banques privées de privatiser leurs gains, c'est-à-dire d'en encaisser les bénéfices, et de socialiser leurs pertes, c'est-à-dire d'en faire payer ces pertes par l'ensemble de la population. Ce chantage est une prise en otage des populations et de leurs gouvernants, pour le seul enrichissement des systèmes financiers. Le corps social n'est évidemment pas informé de cette situation. Une nationalisation des banques pourrait-elle être la solution? Il a pu être observé une affaire de naufrage du Crédit Lyonnais en 1992, pourtant nationalisée dès 1982, et par son renflouement étatique. Faire croire aux populations que les banques doivent collecter des dépôts pour pouvoir prêter de l'argent est un simple mensonge, à partir des mécanismes de prêt monétaire incompris. Ce sont les crédits qui font les dépôts et non les dépôts qui font les crédits. Le crédit n'est pas une création de monnaie, mais une location de la monnaie. La monnaie scripturale privée est créée par les crédits bancaires accordés à partir de rien. Elle est détruite au fur et à mesure des remboursements d'emprunts. La masse monétaire n'est qu'une fiction à un instant précis événementiel. Les crises économiques proviennent de cette nécessité d'emprunt permanent des gouvernants et de la population, pour pouvoir réaliser leurs achats de biens et de services. Le défaut provient des taux d'intérêt qui sont l'usure pratiquée par les banques. Cette pratique permet aux actionnaires des banques, mais pas seulement eux, de s'enrichir au détriment des populations qui s'appauvrissent. C'est ce modèle des emprunts permanents qui permet au système économique de perdurer. Cette situation, appelée la croissance, oblige les emprunteurs à produire toujours plus pour pouvoir honorer leurs emprunts permanents. C'est ainsi que l'État français emprunte en permanence, pour ne pouvoir rembourser que les seuls intérêts des capitaux empruntés qu'elle ne parvient plus à rembourser, et qui sont appelés la dette. Le système bancaire n'a pas de production, il gère la dette en procurant de la monnaie à partir de rien. Ce n'est que lorsque les ressources naturelles, épuisées par les emprunteurs pour pouvoir rembourser leurs emprunts, ne suffisent plus au système économique de perdurer, que le système économique se grippe. La croissance détruit les ressources naturelles et l'environnement. La partie de l'île des Grandes Caraïbes, appelée Haïti, en est une parfaite illustration. C'est lorsque la masse monétaire devient exponentielle que le système économique s'arrête, à cause de la location de l'argent créé artificiellement par les banques privées. Lorsque la destruction monétaire de l'argent artificiel est plus importante que sa création, la masse monétaire se contracte et provoque une baisse de la consommation et des faillites en cascade allant en s'accélérant. Sans le crédit, la monnaie étatique disparaît. Dans ce type de situation, la banque la plus fragile est rapidement mise en faillite et elle provoque la chute des autres banques, à cause du marché interbancaire, et par un effet dit de domino. C'est ce risque systémique qui s'est produit en 2008 par une crise de la liquidité des banques. C'est alors l'engrenage de la crise économique qui se déclenche. Les États sont alors contraints d'endiguer les banqueroutes au détriment des emplois. C'est alors l'explosion du chômage de masse et de la précarité des populations. Les politiques d'austérité et de désendettement des États sont tout simplement un suicide économique organisé volontairement. La privatisation des services publics ne sert qu'à enrichir les marchés financiers. C'est à partir de ce modèle financier, de l'usure des prêts bancaires, que certains pays européens ont contribué à la destruction systématique des économies de certains pays africains par la captation de leurs ressources naturelles, en raison de l'incapacité de remboursement de leurs emprunts contractés auprès des banques européennes.
Il est facile de comprendre que ce modèle économique est sans moralité. En fait, la création monétaire ex nihilo est une création de fausses monnaies. Seulement les faux monnayeurs sont la caste dirigeante qui a établi ce système pour pouvoir s'enrichir toujours plus et mettre les populations à l'état d'esclavage, pour leur seul profit. C'est ainsi qu'un petit groupe bancaire détenant 147 entreprises financières s'est octroyé le contrôle des 20 000 plus grosses entreprises mondiales. Usure. L'usure est donc l'outil qui permet aux riches de s'enrichir et aux pauvres de s'appauvrir. Par cette usure, l'intérêt sur l'argent, ainsi que les manigances politiques, guerres, pandémies, coups d'État, terrorisme et les rebondissements économiques, crise, inflation, dévaluation, les banquiers mondiaux créent des dettes nationales phénoménales dans chaque pays. Quand l'intérêt de ces dettes devient trop difficile à payer, ils forcent leurs dirigeants à leur céder les richesses naturelles du pays et à privatiser les systèmes publics. Sans usure, pas de riches et pas de contrôle. En 1924, l'Association des banquiers des États-Unis écrivait: le capital doit assurer sa propre protection par tous les moyens possibles, grâce à la coalition et à la législation. Les dettes doivent être collectées et les hypothèques exercées le plus rapidement possible. Lorsque les personnes, ordinaires, perdent leur maison à travers le processus de la loi, elles deviennent plus dociles et peuvent plus facilement être dirigées grâce au bras fort du gouvernement représenté par les principaux acteurs financiers et par une puissance centrale due aux richesses. Ces vérités sont bien connues de nos principaux intervenants qui s'appliquent désormais à créer un impérialisme permettant de gouverner le monde. En divisant les votants grâce au système de partis politiques, nous les manipulons afin qu'ils dépensent toute leur énergie pour des problèmes n'ayant aucune importance. C'est donc grâce à une action discrète que nous garantirons la pérennité de ce que nous avons si bien planifié et accompli. La mentalité humaine n'a pas changé depuis l'Antiquité. À cette époque, la monnaie physique a été inventée par des souverains pour la mise en place d'armées afin de conquérir des territoires. Elle a aussi servi à établir une dépendance des populations à la monnaie par la levée des impôts. Toutes les dettes réglées par la monnaie imposée leur permettant d'acheter les biens des peuples ainsi soumis à leur dictat. C'était la même organisation qui gérait la création monétaire, les armées, la législation, la justice et les forces de l'ordre. La situation reste identique aujourd'hui, avec la monnaie comme instrument de domination impérialiste. C'est la Banque des règlements internationaux qui est devenue la dirigeante du nouvel ordre mondial. Les propagandes et les guerres permettent de l'instaurer. Les intérêts de la corporation bancaire sont aussi ceux de la classe politique. Au XVIIe siècle, Mayer Rothschild, considéré comme le précurseur de la finance internationale, écrivait: donnez-moi le droit d'émettre et de contrôler l'argent d'une nation et alors, peu m'importe qui fait ses lois. Quel pouvoir reste-t-il au peuple? Celui qui établit les lois détient le pouvoir. L'aristocratie précise que c'est le meilleur qui doit détenir le pouvoir et donc écrire les lois. L'oligarchie précise que c'est un petit nombre de puissants qui détient le pouvoir. La démocratie signifie que c'est le peuple qui détient le pouvoir et qui décide des lois. La Fédération suisse est souvent désignée comme démocratique, en octroyant certains pouvoirs de décision par les consultations référendaires. Toutefois, ce sont ses représentants qui décident dans l'Assemblée fédérale et déterminent la politique du pays. C'est la Norvège qui se rapprocherait le plus d'une démocratie, sans toutefois respecter le vote des lois par le peuple. La France est dirigée par un gouvernement représentatif, élu parmi la classe politique, il s'agit donc bien d'une oligarchie qui en détient le pouvoir. Voltaire avait écrit: un pays bien organisé est celui où le petit nombre fait travailler le grand nombre, est nourri par lui, et le gouverne. Le gouvernement représentatif ne donne de pouvoir qu'aux plus puissants et aux plus riches en garantissant leurs intérêts. L'Union européenne représente le pouvoir établi par Goldman Sachs. Frédéric Bastiat, économiste, avait écrit: quand le pillage devient un moyen d'existence pour un groupe de dirigeants qui vit au sein de la société, ce groupe finit par créer pour lui-même tout un système juridique qui autorise le pillage et un code moral qui le glorifie.
C'est ainsi que s'est organisé le pillage de la planète et une destruction de son environnement au nom d'un consumérisme exponentiel au détriment des masses misérables qui ne peuvent qu'assister à ce désastre irréversible. Le maintien du régime oligarchique ne peut se réaliser que par la création d'une monnaie privée temporaire, en élargissant la dette étatique, la spéculation boursière, les marchés financiers, les guerres, les optimisations fiscales et la complicité des acteurs politiques gracieusement indemnisés. L'humanité est ainsi contrainte à détruire sa planète pour continuer à enrichir l'oligarchie financière. Jusqu'à quand? Toute la collection. Les populations esclaves est téléchargeable gratuitement, au format PDF, en lecture e-book sur le site internet lacléinternation.org. Toute cette collection est également accessible en livre broché. Les livres brochés de cette collection Les populations esclaves, au format A4 sont en vente chez Amazon, livre français, Philippe Vaisseau. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Une collection, en livre de poche y est également accessible. Vous pouvez aussi cliquer sur le logo « Livre Amazon » dans la page d'accueil de notre site internet. lacléinternation.org. La totalité de la collection est en conférence audiophonique sur YouTube. La collection